Bienvenue sur La Voix Sainte TV à la une de cette édition. CEDEAO, 45 millions de dollars pour réaliser le corridor Dakar-Abidjan-Lagos. Journée internationale du droit d'accès à l'information, la Côte d'Ivoire réitère son engagement. Des détails dans cette édition. Un autre point fort de ce journal, Jacques Anouma limoge Francis Kakou à la tête de la FAB. Et puis hors de chez nous aux États-Unis, il y a eu une fusillade dans une église, un mort et 7 blessés. Voilà, bonjour à tous et bienvenue. La CEDEAO a lancé un nouveau programme communautaire de développement sur le financement de plusieurs institutions internationales, dont la Banque africaine de développement. L'initiative, jugée innovante par les experts, a été facilitée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. On en parle avec Estelle Traillot. Cette initiative devrait notamment aboutir à la réalisation du corridor Dakar-Abidjan-Lagos d'un coût global de 45 millions de dollars. Le nouveau programme communautaire de développement est un instrument majeur d'opérationnalisation de la vision de la CEDEAO adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution régionale. Selon la CEDEAO, il s'agit d'un programme basé notamment sur le développement des infrastructures afin de corriger des situations désastreuses comme la faiblesse du commerce intra-régional et celle du niveau de compétitivité des pays de l'espace CEDEAO. La réalisation de ce corridor demeure le chantier le plus important de ce programme ouest-africain. Un chantier établi en prééminence d'autant que ce TAS polarise près de 75% des échanges dans cet espace régional. Le corridor sera étendu sur plus de 4000 km et coûtera pas moins de 45 millions de dollars sur le financement d'organismes internationaux comme la BAD. Le gouvernement ivoirien fixera un prix d'achat borchon du cacao autour de 750 à 800 francs CFA le kilogramme, indique une dépêche américaine appelée Reuters, alors que la prochaine campagne 2017-2018 démarrera officiellement à compter du 1er octobre prochain. Martial Kouassi, son compte rendu. Cette légère hausse par rapport au prix actuel de 700 francs CFA qui devrait être confirmé par les autorités ivoiriennes contraste avec les 1100 francs CFA le kilo pratiqués à l'ouverture de la dernière campagne 2016-2017. Un statu quo qui s'explique par le maintien à la baisse des cours mondiaux. Le 27 septembre 2017, le marché international offrait 1125 francs CFA le kilogramme de fèves alors que ce niveau approchait les 2000 francs CFA le kilogramme en octobre 2016. Le gouvernement ivoirien n'a pas tenu compte des observations du Conseil Café Cacao qui conseillait un prix variant entre 700 et 750 francs CFA pour tenir compte des données du marché. Ils ont fait le choix de veiller à limiter l'écart avec le prix pratiqué au Ghana, moins enclin à revoir à la baisse le tarif appliqué à ses paysans. Cependant, l'État ivoirien s'expose au risque d'abandonner à nouveau les taxes sur le cacao, ce qui serait un réel manque à gagner pour son budget. En outre, malgré la baisse des cours du cacao d'environ 40% depuis le mois de novembre dernier, l'horizon ne montre pas de signaux de reprise. La Côte d'Ivoire, qui a réduit le record à 2 millions de tonnes de cacao produits cette année, va alimenter un surplus de la production mondiale au cours des 4 et 5 prochaines années, selon l'ICCO, l'Organisation mondiale du cacao. Le monde entier célèbre la journée du droit d'accès à l'information. Cette journée, il faut le préciser, entend donner l'occasion aux citoyens d'accéder à l'information et de participer activement à la lutte contre la corruption de la vie publique. On écoute le commentaire de France Conan. Le 17 novembre 2015, l'UNESCO a adopté une résolution proclamant le 28 septembre de chaque année Journée internationale de l'accès universel à l'information. La résolution a été soutenue par l'Angola, le Nigeria et le Maroc. Elle invite tous les pays membres des institutions du système des Nations Unies et les autres organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les particuliers, à célébrer la journée. Cette journée vise à promouvoir le droit pour tous à l'information publique. L'UNESCO ou l'Union européenne reconnaît le droit d'accès à l'information publique comme étant un droit humain nécessaire pour la protection et la jouissance des autres droits, y compris le droit à la liberté d'expression. C'est l'occasion pour le ministre de la Communication, de la Poste, de l'économie numérique, Bruno Nabagné-Koné, de réitérer l'engagement de la Côte d'Ivoire. Rappelons que cette célébration est à sa 2e édition. Une autre célébration, et cette fois c'est la communauté internationale qui célèbre la journée de la mer. Une journée qui offre la possibilité aux pays en voie de développement de travailler avec les pays déjà développés. Jean-Jacques Denis.
Connecteur navire sport en personne est le thème retenu pour la Journée mondiale de la mer édition 2017. Le 28 septembre de chaque année, l'Organisation maritime internationale célèbre la mer. Ce thème offre la possibilité de travailler avec les pays développés et les pays en voie de développement, avec le secteur des transports maritimes et avec les ports, des secteurs privés et publics en vue d'identifier et de promouvoir des meilleures pratiques et de jeter des ponts entre les divers acteurs impliqués dans ces domaines. L'objectif est de s'inspirer du thème de la Journée mondiale de la mer 2016, les transports maritimes indispensables pour le monde, et de se concentrer sur l'aide à apporter aux États membres pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies maritimes visant à adopter une approche institutionnelle conjointe. À cette occasion, la Côte d'Ivoire veut réaffirmer sa position sur le plan international en expliquant les projets visant à améliorer la compétitivité des ports d'Abidjan et de San Pedro. En sport, Francis Kakou, président de la FAB, et son staff technique ont été limogés. Cette décision a été prise par Jacques Anouma, propriétaire de la FAB. Le reportage de Ange Série. Après avoir racheté la FAD ce mercredi 27 septembre 2017, Jacques Anouma, l'ex-dirigeant de la Fédération ivoirienne de football, débarque Francis Kakou de son poste de président après 2 années de règne. Selon le courrier signifié par le nouveau propriétaire du club à la FIF, ce renvoi concerne aussi l'équipe technique de Francis Kakou. En ce qui concerne la raison officielle des départs forcés de Francis Kakou et du vice-président en charge de la section football professionnel, le directeur sportif de la FAD, Kessié Clovis, n'a rien laissé filtrer après maintes interrogations. Comme échappatoire, il a affirmé que l'ex-président de la FAD s'adressera à la presse au moment opportun pour donner les raisons de son départ. Pour les remplacer, de nombreux noms, dont celui d'Alain Guaméné et de Maxime Guaméné, circulent. Pour l'heure, ce serait probablement Ouattara Ego, très proche collaborateur de Jacques Anouma, et Essien Kassi qui devrait se charger des affaires courantes du club à un peu plus de 2 semaines du début de la saison de Ligue 1. Direction l'international à présent, où le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun menacent de déclarer l'indépendance sur leur zone. Cette velléité séparatiste est entrée dans une phase radicale. Martial Kwasi nous permet d'en savoir davantage. La psychose a gagné les régions sud-ouest et nord-ouest du Cameroun ce jeudi 28 septembre 2017. En effet, plusieurs témoignages font état de mouvements de personnes anglophones et francophones confondus qui quitteraient déjà les villes de Bamenda, Buea ou Kumba pour la partie francophone du pays. À l'approche du 1er octobre à Bamenda comme à Yaoundé, les Camerounais redoutent le pire. Le 56e anniversaire de la réunification du Cameroun anglophone et francophone dimanche 1er octobre 2017 pourrait être mouvementé dans les régions anglophones où les populations qui se sentent marginalisées protestent depuis des mois. Aussi, certains séparatistes de la diaspora anglophone ambitionnent de proclamer l'indépendance de ces 2 régions. Pour ce faire, ils disposent entre autres d'un hymne, d'un drapeau, d'un passeport ou même d'une monnaie de substitution à l'actuel franc CFA. Le pouvoir central du Cameroun a déployé dans ces régions un dispositif sécuritaire en dépit des hommes politiques de divers bords qui ne cessent d'appeler au calme et au dialogue. En outre, le bureau de l'Assemblée nationale a appelé à la retenue et au bon sens dans un communiqué. John Frundi, leader principal du parti d'opposition, a quant à lui réitéré qu'il était contre la sécession, mais favorable au fédéralisme. Plusieurs organisations indépendantistes appellent la population catalane à tout faire pour participer au référendum de dimanche sur l'indépendance, mais à résister pacifiquement face à la police qui a ordre de bloquer les bureaux de vote. On reste toujours avec Martial Kwasi. Les séparatistes catalans ont appelé leurs partisans le jeudi 28 septembre 2017 à faire front face aux efforts des autorités espagnoles pour annuler la tenue du référendum du dimanche 1er octobre prochain sur l'indépendance. Appelons du coup à des réformes de résistance pacifique devant le bureau de vote que la police a ordre de bloquer. Aussi, les organisations populaires indépendantes dont l'ANC, à savoir l'Assemblée nationale catalane et Omnium, invitent à la résistance passive, soit zéro violence, et exhortent la population à former des files d'attente si elle se heurte aux 4000 policiers bloquant l'accès aux 500 bureaux de vote. Certains redoutent que le mécontentement susceptible de naître si le scrutin ne peut se tenir normalement ne dégénère en des émeutes de rue. Malgré toutes ces mesures, les autorités madrilènes ont décrété que le référendum était contraire à la Constitution et demandé aux forces de police de faire en sorte que personne ne puisse voter. Notons que le président de la Généralité de Catalogne, Carles Puigdemont, a jugé l'attitude de Madrid antidémocratique et a déclaré avoir des solutions de rechange pour garantir que le vote puisse avoir bel bien lieu.
Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni se sont rencontrés à Lyon pour un sommet qui a marqué l'épilogue de la crise au sujet de la relance des chantiers navals STX France par l'italien Fincantieri. On en parle avec Estelle Traillot. Après des semaines de crispation, Paris et Rome ont trouvé un terrain d'entente sur le dossier de la reprise des chantiers navals STX France par l'italien Fincantieri qui obtient le contrôle sous condition. L'accord trouvé, annoncé le mercredi 27 septembre 2017 avant une déclaration à Lyon du président français Emmanuel Macron et du chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni, dont le coup d'envoi d'une étude de faisabilité sur un rapprochement franco-italien dans l'industrie navale de défense. Ainsi, Fincantieri obtient 50% des chantiers navals de Saint-Nazaire, auxquels il faut ajouter 1% prêté par l'État français avec droit de retour pendant 12 ans si l'Italien ne respecte pas ses engagements. En contrepartie des concessions françaises, le sommet de Lyon donnera le coup d'envoi d'un Airbus des mers, civils et militaires qui pourrait voir Fincantieri et Naval Group participer ensemble à des appels d'offres à l'étranger et peut-être échanger des participations. Avec Naval Group, Fincantieri a déjà collaboré au programme des frégates Frem et Horizon. Terminons avec une information pas très réjouissante. Un homme armé a tué une femme et blessé 7 autres personnes devant une église Nashville dans le sud-ouest des États-Unis. L'incident s'est produit à la Burnett Chapel Church of Christ. En sacré nous permet d'en savoir un peu plus. Les fidèles quittaient l'église du Christ à Antioche, près de Nashville, quand un homme armé et masqué a ouvert le feu dans le parking. La police de Nashville a rapporté qu'un homme a ouvert le feu sur une femme qui allait à sa voiture. Cette dernière est morte sur le coup. Après avoir ouvert le feu dans le parking, le tireur Emmanuel Kediga Samson, un Afro-Américain âgé de 26 ans, aurait alors pénétré dans l'église et a ouvert le feu dans l'enceinte où se trouvait une 50aine de fidèles. Il a tiré plusieurs fois, blessant 6 personnes avant de frapper à coups de crosse le portier de l'église qui tentait de le maîtriser. Le portier avait courageusement résisté à l'homme après qu'il eut pénétré dans l'église. Cependant, le tireur a ensuite retourné l'arme contre lui, mais s'est seulement blessé après la lutte entre les 2 hommes. Les blessés sont tous des adultes et au moins 2 sont dans un état critique. Le pasteur Joey Span et sa femme Peggy ont été blessés dans la fusillade. L'église a demandé des prières pour le couple et pour tous ceux qui sont touchés par les événements à l'église. Voilà, ce journal a été préparé par l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Merci d'y avoir pris part. On se retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. Au revoir.